dehors de l'Hexagone, Zola est surtout connu et apprécié pour son cycle monumental des Rougon-Macquart. Comme vous le savez, ils sont au nombre de 20 et j'en avais parlé déjà dans une conférence précédente que j'avais intitulée Sensations et compositions dans l'œuvre de Zola. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une deuxième conférence où ou d'une deuxième causerie, où je voudrais vous parler de Zola, critique d'art en musique et en peinture. Je dois vous dire que actuellement, les critiques littéraires ont de plus en plus tendance à élargir leurs propos et introduire l'œuvre d'un grand écrivain dans un contexte pluridisciplinaire. Et j'aurais voulu que cela ne vous étonne pas, parce que je vais mélanger les genres et je vais mélanger les disciplines. Par exemple, on ne saurait apprécier pleinement l'œuvre de Goethe, l'écrivain allemand, sans avoir au moins feuilleté ses notes de voyage à travers l'Italie, Italianische Reise, oui, écrite en 1786 et jusqu'en 1788. Dans ces réminiscences, il s'agit pour l'auteur, comme pour nous lecteurs, de comprendre comment on peut s'imprégner de la forme d'une ville. Voilà, il voyage à travers l'Italie et il s'imprègne de la forme d'une ville. Et les plus importantes villes dont il parle sont Naples, Rome et... non, excusez-moi, je me suis trompée. Il parle d'abord de Venise, ensuite il raconte son émerveillement devant la ville de Rome, et ensuite il parle de Naples. Curieusement, on retrouve toujours chez les écrivains cette même idée de la forme d'une ville. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain français Julien Gracq. Il avait écrit un essai qui s'appelait « La forme d'une ville ». Mais à la différence de Goethe, il avait écrit cet essai non pas au début de sa vie, comme Goethe dans sa jeunesse, tandis que Gracq, il avait écrit à la fin de sa vie, à 73 ans. Il dresse en quelque sorte le bilan de son existence et il pense quel était le lien direct entre la forme de la ville de Nantes, où il avait vécu, et l'importance capitale et durable que cette ville a donnée à son regard, à sa conception du monde et dont il se souvient constamment. Pour Zola, cette ville qu'il a formatée, c'est, si vous voulez, la ville de Plassans dont il parle dans les Rougon-Macquart. Mais la ville de Plassans n'est qu'un pseudonyme, si vous voulez. C'est un autre nom de Aix-en-Provence. En fait, il s'agit d'Aix-en-Provence. Et comment Zola percevait-il la ville d'Aix-en-Provence, cette ville qui a formaté sa jeunesse, qui a formaté son regard, qui a été la base des Rougon-Macquart, si vous voulez. Il percevait la ville d'Aix-en-Provence comme un univers claustral. Quel univers claustral? Et pourquoi univers claustral? Parce que la ville n'était pas très grande, très ancienne. Vous voyez, il y avait une grande place au milieu. Et au milieu de cette place, à travers les persiennes, la bourgeoisie d'Aix-en-Provence observait tout le monde, critiquait tout le monde, voyait tout le monde, et vous étiez toujours sous le regard des autres. Et comme vous le savez, Zola est arrivé après l'infortune de sa mère, qui avait été grugée par les créanciers après la mort de son père. Il vivait très pauvrement, et vous voyez, il percevait cet univers comme une prison. Comme une prison. Et pour lui, s'échapper de cette prison était le plus important.
et c'est pour ça que, si vous avez remarqué, à plusieurs reprises, dans les Rougon-Macquart, il emploie une phrase très curieuse. Heu, Chaque porte était pour moi une promesse d'avenir. Chaque moyen de s'évader de cette ville était une promesse d'avenir. Et d'ailleurs, il répète à plusieurs reprises lui-même, une dans le cycle, des Rougon-Macquart, cette phrase. Quand on sort, je cite Zola: «Quand on sort de Plassans par la porte de Rome», fin de citation. Et cette citation peut vous paraître obscure. Essayons de la déchiffrer. Quand on sort de Plassans par la porte de Rome. C'est-à-dire que Rome, c'est la culture antique, les chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne, la musique baroque, tout ce qui va imprégner la créativité de Zola et lui permettre de poser les bases de ce qu'il va appeler le système naturaliste. Mais vous savez, curieusement, je veux parler d'abord de la musique. Vous avez entendu cette ouverture de la Traviata de Verdi. Que signifie le mot Traviata? La Traviata, c'est une femme qui a été dévoyée de son chemin. Traviare en italien, c'est-à-dire dévoyée du chemin, et qui ensuite, par l'amour, la rédemption par l'amour, elle retrouve son vrai chemin. Et comme vous le savez, Verdi a suivi les préceptes du naturalisme. C'était le vérisme, c'était le vérisme. Zola ne fut guère réputé pour sa mélomanie, et il ironisait souvent sur sa supposée ignorance en matière musicale. Par exemple, en parlant de son adolescence à Aix, il avouait qu'à cette époque, il n'avait pas du tout l'oreille juste. Il n'avait d'ailleurs jamais pu chanter dans les chorales. Mais, vous voyez, la mode d'alors, pour les jeunes gens, exigeait que les gens de lettres, ceux qui voulaient écrire, soient critiques et ironiques à l'égard de la musique en vogue. Et Zola ne se priva jamais d'être critique à l'égard de la musique. Et cette attitude critique, il va la garder à l'égard des musiques d'opérette, figurez-vous. Mais là, il faut que je m'arrête aussi un tout petit peu parce que je voulais vous parler des haines de Zola. Il y avait des choses qu'il haïssait. Il avait écrit dans un article qu'il avait intitulé « Mes haines », ce qu'il détestait. Nous allons revenir peut-être encore à cette idée des haines. Il détestait au début la musique d'Offenbach. Après, c'était la musique de l'époque et tout. Il a un peu changé d'avis vers la fin de sa vie. Mais quand même, c'était pour lui une musique légère. Ce n'étaient pas les vraies mélodies qu'il aimait. Écoutons un tout petit peu cette musique d'opérette. Je me permettrai de citer abondamment Zola, pour ne pas être trop, vous savez, dans ma parole à moi. Ouvrons les guillemets, donc. L'opérette, comme celle d'Offenbach, est la formule la plus populaire de la sottise française. Ou encore, ouvrons les guillemets,
Ce ne sont que des refrains idiots qui couraient autrefois les rues, assourdissaient toutes les oreilles. Cette musique fournit des refrains aux orgues de barbarie. Fermons les guillemets. Il est vrai que sur le tard, comme je l'ai dit, Zola modifie un peu son attitude envers la musique d'Offenbach. Mais La Belle Hélène était pour lui quand même assez vulgaire et il méprisait, comme il disait, et là nous le prenons entre guillemets, son vernis canaille. Et encore une citation, ouvrons les guillemets, c'est je ne sais quelle grimace de gaieté convulsive, quel étalage grossier d'esprit et de gestes poissards, dans une chronique de 1868. Et alors, où est-ce qu'on retrouve l'écho de ces musiques? Où est-ce qu'on retrouve l'écho de cette ironie? Eh bien sûr, dans Nana. Nana, le roman écrit en 1880. C'est une description minutieuse du milieu louche du théâtre musical. Bon, le théâtre musical, vous savez, ces impresarios comparés à de vulgaires maquignons, des admirateurs des petites actrices sans talent, qui sont en fait des proxénètes, et tout ce théâtre qui a carrément des allures de bordel. Et là, Zola, il ne se gêne pas. Il aimait le mot cru, comme on dit. Et selon la logique des répétitions ternaires, on va trouver ces jugements à maintes reprises chez Zola. Et le fait est que pour Zola, l'opérette est le symbole même de la corruption politique, financière et morale du Second Empire. S'il n'y avait pas eu le Second Empire, s'il n'y avait pas eu cet empire tout à fait corrompu, l'opérette ne serait pas née selon Zola. L'amalgame politique dans la tête de Zola va très loin, puisqu'il avait imaginé dans un texte que les journaux n'ont pas osé publier, mais que nous allons oser citer, une sorte de, comment il l'appelait, danse des casse-têtes. La danse des casse-têtes. Qu'est-ce que c'est que la danse des casse-têtes? Eh bien, je vais vous lire le texte de Zola et je vais vous expliquer que c'était la répression des communards, si vous voulez, du temps de la Commune, la répression très agressive par les Versaillais. On y entend des bruits de fusillade et d'éteintement de pièces d'or. Par moments, des cliquetis de vaisselle annoncent qu'on soupe aux Tuileries. Puis des coups sourds de grosses caisses imitent à s'y méprendre les coups de casse-tête que les sergents de ville distribuent dans la rue à la foule inoffensive. C'est là, comme un refrain, à chaque phrase musicale, cette grêle de chocs assourdis recommence. L'effet est charmant. Avec un peu d'imagination, on voit les crânes défoncés, les membres cassés, les épaules meurtries. Tout l'empire est dans ce refrain d'une harmonie imitative, curieuse et exacte. Fin de citation. Chaque critique musicale est pour Zola une prise de position, une polémique. Ce n'est pas une critique musicale. C'est justement la lutte. Avec ce refus de la musique facile, il s'en prend à une certaine forme de romantisme frelaté, de mièvrerie par les œuvres qui plaisent à tout le monde. Nous pouvons comparer cette forme d'ironie à celle de Maïakovski dans les pièces telles que Les Bains, Bagne, ou La Punaise, Clope. Oui, ces flèches sont dirigées contre l'esprit petit bourgeois. Dans une correspondance littéraire de 1866, Zola écrit, ouvrons les guillemets, « Toutes ces demoiselles qui jouent du piano chantent des romances. Rien ne m'agace autant que les fleurs de mai, la brise du soir, le rayon de lune et autres niaiseries sentimentales. Toute bonne famille se doit de posséder un piano dans son salon.
Mais Zola voulait que la femme occupe une autre place dans la société dominée par les hommes, et sa critique musicale était surtout dirigée vers l'enseignement d'un meilleur goût au public, hommes et femmes confondus. D'un côté, il ne voulait pas infantiliser les jeunes filles et en faire des parties pour un bon mariage, et d'un autre, il voulait demander aux hommes qu'ils ne copient pas des comportements de héros d'opérette ou d'opéra, qu'il jugeait ridicules. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué combien cette danse des casse-têtes, imaginaire bien sûr, peut nous rappeler des événements qui se passent dans notre pays. Oui, à l'heure actuelle peut-être. Dans Pobouille en russe, c'est Ninkip, en 1882 par exemple. Souvenons-nous de la célèbre scène de la bénédiction des poignards. Elle est tirée de l'opéra de Meyerbeer, Les Huguenots, qui est joué au cours de la soirée chez Duveyrier, et elle montre le peu de sympathie qu'avait Zola pour le genre de l'opéra romantico-historique. C'était à son avis de la musique pour bourgeois, prétexte à des jeux de séduction. Eh bien, du Dieu qui nous protège le glaive menaçant, et sur lui est suspendu. C'est Huguenot, la race sacrée est aujourd'hui pour jamais disparue. Mais Zola, à dire vrai, est beaucoup plus mélomane qu'il n'y paraît. Ses goûts évoluent. Il devient un fervent partisan et défenseur de Wagner, surtout de son Tannhäuser. Comme en témoigne sa correspondance, et surtout quand on attaque Wagner, parce que Wagner n'a pas plu au public parisien, et il n'a pas été accepté. À la fin de sa vie, le compositeur et musicien Alfred Bruno, disciple de Massenet, devient son ami intime et lui fait connaître les principes de la composition musicale. En relisant certaines remarques de Zola concernant sa manière de voir le monde et de le représenter selon la méthode qu'il a appelée naturaliste, on relève tout de suite son talent de la formule, c'est-à-dire des formules qui reviennent souvent sous sa plume. Elles sont toujours brèves et très précises, et il les suit à la lettre. Par exemple, dans la préface de l'Assommoir, en 1877, il écrit « Ce n'est pas l'exactitude exacte des détails qui m'importe, c'est l'impression synthétique. » Fin de citation. Dans Germinal, en 1885, il a dit vouloir représenter plus que la lutte, la voix collective des mineurs qui atteint son plus haut degré au moment où les grévistes entonnent la Marseillaise, scène qui se répète jusqu'à nos jours avec les gilets jaunes en France. Et qu'un critique, parlant d'une scène analogue dans la Semaine sainte de Louis Aragon, 1959, a appelé la vitamine du corps social. La Marseillaise. Donner la Marseillaise.
je le répète, l'univers de Zola est un univers synthétique et symphonique à la fois. Zola possède la musique verbale. Et c'est pour ça que quand on lit Zola en traduction, par exemple en russe, on ne voit que le sujet et on n'entend pas cette musique verbale qui existe. Et ce n'est pas un hasard si Zola soumettait ses phrases à la même, ses textes, ses phrases, à la même épreuve que Flaubert. Flaubert était son maître d'ailleurs, l'épreuve du gueuloir. Qu'est-ce que c'est que l'épreuve du gueuloir? Il criait ses phrases dans le couloir et écoutait pour savoir si ces phrases sonnaient bien. Si elles sonnaient bien et justes, alors il l'écrivait, il la mettait sur le papier. Et ça, c'est l'épreuve du gueuloir, c'est aussi propre à Zola comme à Flaubert. Prenez par exemple le célèbre Incipit de Madame Bovary, oui. Nous étions dans l'étude quand le proviseur entra. Et voilà ce nous qui va nous réunir, vous comprenez? C'est ce nous qui va nous permettre de voir cette scène, de la sentir. Ainsi, le vérisme italien de Mascagni, Leoncavallo, Puccini et surtout de Giuseppe Verdi est né du désir de transposer les principes du naturalisme de Zola. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur le vérisme italien. Un écrivain italien, Giovanni Verga, Les vaincus de la vie, I vinti della vita. Giovanni Verga explique pourquoi ils sont devenus des vaincus de la vie. Ce sont ceux que l'attachement au lieu de naissance, aux anciennes coutumes, voue à la résignation, au refus de toute nouveauté venue de l'extérieur et confine dans une conscience archaïque de l'honneur, une conception rigide des hiérarchies familiales. Le ventre de Paris, en 1873, et la faute de l'abbé Mouret, en 1875, témoignent avec évidence de l'influence de la musique sur le style de Zola. Il suffit de nommer la symphonie des fromages dans le ventre de Paris, l'opulence verbale de l'emploi des appellations fromagères et la gamme des sensations olfactives. Vous voyez, ici, nous avons ce qu'on appelle une synesthésie, la position des sensations olfactives et des sensations visuelles, verbales, auditives, oui. La gamme aussi, la symphonie des fleurs. Nous avons une autre symphonie. Dans la faute de l'abbé Mouret, nous avons la symphonie des roses, la symphonie des fleurs, avec toutes les variations sur le thème de la rose. Voilà, de nouveau, nous prenons la rose comme concept et nous parlons de ces variations sur le thème de la rose. Quelles sont ces variations que nous voyons dans la faute de l'abbé Mouret, qui devient ivre de l'arôme de ces roses? L'arôme de la rose, son aspect visuel, le bouton à peine éclos, à l'image, et puis l'image du débraillé vestimentaire qu'évoquent les pétales fanés, prêts à tomber comme un vêtement à falbala qu'on délace. Et puis à la fin, l'odeur funèbre de la rose qui accompagne tout enterrement. Cette odeur funèbre de la rose, nous allons même la retrouver dans un poème de Saint John Perse. L'odeur funèbre de la rose n'assiégera plus les grilles du tombeau. L'heure funeste dans les sables ne taira plus son âme d'étrangère. Donc la rose, elle peut s'associer à toutes les étapes de la vie et des formes de la vie. Vous voyez, par exemple, cette rose déjà débraillée, comme dans la faute de l'abbé Mouret. Thomas Mann
fut un des premiers à souligner à quel point pour lui Zola pouvait soutenir la comparaison avec les formes musicales de la symphonie et de l'opéra. C'est lui qui n'hésitait pas à rapprocher le nom du romancier naturaliste de celui de Richard Wagner. C'est lui qui était le premier à rapprocher ces deux noms. Tandis que d'autres critiques, et non des moindres, parlent du cycle des Rougon-Macquart comme d'un anon des Nibelungen. Dans une lettre à son ami italien Giuseppe Giacosa, en 1882, Zola avoue lui-même, je cite la lettre, « Il est certain que je suis un poète et que mes œuvres sont bâties comme de grandes symphonies musicales. » Fin de citation. Tout au long de sa vie, Zola a pris parti non seulement pour Wagner, mais pour Verdi, Bizet, Berlioz, Donizetti, en un mot, pour les grands mélodistes.